J'appelle pour cette deuxième partie de soirée débat, toujours autour du thème décoloniser les médias. Donc nos panélistes pour la table ronde, donc Jean Qassir, Dima Al-Khatib, Nida Al-Rafa et Ousmane Diaye. Si vous voulez bien nous rejoindre, et vous pouvez les applaudir. Bonsoir à vous quatre. Alors, on s'est, pour anecdote, on s'est posé la question en amont de cette table ronde de savoir dans quelle langue nous allions parler. On s'est dit qu'on ferait peut-être un petit sondage. Donc, ceux qui parlent français lèvent la main, ceux qui parlent arabe, français. Ceux qui ne parlent que français ou qui ne comprennent que le français. Voilà, c'est plutôt ça la question. D'accord ? Oui. Oui, pour le... Et l'oral arabe. Ok. Bon. Je vous laisse, moi je laisse mes invités choisir donc, la langue qu'ils préfèrent. Bonsoir à toutes et à tous. Je commence à ma gauche. Jean Qassir, vous êtes directeur général de Mégaphone, qui est une plateforme libanaise basée à Beyrouth. À ma droite, Dima Al-Khatib, vous êtes directrice générale d'AJ Plus de Al Jazeera Media Network, ou AJ Plus pour la version française. À côté de vous, Nida Al-Rafa, vous êtes journaliste palestinienne, vous vivez à Jérusalem et vous êtes productrice d'actualité. Enfin, vous êtes productrice donc, dans le monde du journalisme et de l'information. Et enfin, Ousmane Diaye, vous êtes ancien rédacteur en chef Afrique de TV5 Monde et vous êtes fondateur et directeur d'Imago Media, société de production audiovisuelle et de conseil éditorial. Bienvenue à toutes et à tous. Alors on va commencer par les bases, par le début, par les termes de ce débat dans tous les sens des mots. Décoloniser les médias. Quand on parle de décoloniser les médias, est-ce qu'on parle forcément des médias occidentaux, européens, états-uniens, ou bien est-ce que cette notion ou cette nécessité va bien au-delà de cette aire géographique? Vous allez tous répondre à cette question, donc je vous laisse choisir qui veut se lancer. Yallah, Dima. Donc, quand on parle de décoloniser les médias, ce qui est le titre de notre table ronde, il faut juste allumer. Ouais, c'est bon. Quand on parle de décoloniser les médias, est-ce qu'on parle seulement des médias européens, états-uniens, occidentaux, ou est-ce que ça concerne aussi les médias des pays du Sud? On parle surtout des médias occidentaux. Avant de commencer, j'aimerais juste partager avec vous un sentiment de grand chagrin parce que nous perdons des collègues tous les jours à Gaza. On est à 232 collègues qui ont perdu la vie à Gaza, dont 6 d'Al Jazeera, seulement mes collègues. Il y en a un, je n'ai pas eu le temps de mettre sa photo, c'est Hussam Shabbat, c'est le dernier. Et je sens une honte parmi la communauté des journalistes en général dans le monde pour le manque de couverture de ces assassinats de journalistes. C'est même pas couvert, la nouvelle des journalistes assassinés n'est même pas couverte par les médias. Donc un peu plus de solidarité serait bien. Je sais qu'on a parlé du rassemblement, mais il y a un manque de solidarité qui fait très très mal, très très mal. On se sent très très seul. Je suis journaliste palestinienne, on se sent vraiment très seul. C'est le conflit le plus meurtrier envers les journalistes dans l'histoire de l'humanité. Et ça fait 13 journalistes par mois depuis le début, depuis le 7 octobre. C'est insoutenable, c'est insupportable. Et je vous invite tous à faire quelque chose dans vos médias, au moins pour couvrir la nouvelle, au moins pour que le monde sache qu'il y a ce massacre de journalistes toutes les semaines. Merci. Alors revenons à ta question. Non, ce ne sont pas seulement les médias occidentaux. Évidemment, c'est surtout les médias occidentaux, mais c'est le problème, en fait, provient des agences internationales qui sont la source de l'information pour tout le monde, y compris les médias du Sud. Donc, en fait, quand les médias du Sud reçoivent l'information, on va dire, sur le monde arabe,
en Amérique latine, ou l'inverse, il y a certaines terminologies qui est utilisée et qui en fait va avec ce récit colonial. Par exemple, tu l'as dit tout à l'heure, le Proche-Orient. Et moi, je vois dans les médias de l'Amérique du Sud le mot Proche-Orient, Oriente Próximo, mais proche à qui? Proche de qui? Je veux dire, vous êtes en Équateur et vous dites le Proche-Orient alors que c'est proche de l'Europe. C'est un point de vue très européen, très central en Europe, mais ça ne va pas pour l'Amérique latine. La même chose quand on parle de la découverte de l'Amérique dans le monde arabe, c'est répété aussi par les médias arabes comme si c'était un fait, alors que ce n'était pas une découverte, c'est une colonisation. Ils sont arrivés en Amérique latine, ils se sont trompés de route, sont tombés sur quelque chose qu'ils pensaient que c'était l'Inde, c'était pas l'Inde, et voilà, ils ont appelé ça la découverte, mais c'est pas la découverte. Il y a eu des civilisations bien avant l'arrivée des Européens en Amérique latine. Et bon, ces mots sont répétés sans vraiment déconstruire ces concepts entre les médias du Sud. Et même quand on recrute des journalistes du Sud, même sur les questions qui concernent leur pays, souvent, il faut qu'on fasse un travail de décolonisation pour délaver le cerveau du journaliste même du Sud pour qu'il commence à réfléchir de façon différente. C'est un travail qu'on fait dans les rédactions AJ+, on le fait dans les différentes langues. Et pour faire ça, en fait, il faut travailler sur la diversité, travailler sur un dialogue ouvert, travailler pour cette déconstruction. Et je serais contente d'en parler plus, peut-être un peu plus tard avec des images. Mais voilà, ce n'est pas seulement les Occidentaux. Oui, pour compléter la réponse de ma collègue, je pense aussi que la question de décolonisation de l'information ou de l'accès à l'information se joue en deux temps. Évidemment, on a tous en tête le scandale de plusieurs organes de presse qui ont un long héritage journalistique par rapport à la couverture du génocide à Gaza. Mais j'aimerais rappeler que ce scandale précède le génocide. Il faut rappeler que la droite fasciste israélienne est arrivée au pouvoir bien avant le 7 octobre 2023. Il faut rappeler aussi qu'en septembre, par exemple, 2023, une ONG internationale comme Save the Children disait que c'était l'année la plus meurtrière pour les enfants palestiniens. Ça n'a pas fait les grands titres. On n'en a pas beaucoup parlé. On n'a pas parlé de la montée du fascisme en Israël comme on parle de la montée du fascisme en Hongrie ou ailleurs. Même si les Israéliens eux-mêmes ont manifesté contre leur gouvernement fasciste et contre les réformes du système judiciaire. Ça a été mis sous silence. Pourquoi? Parce que c'est la seule manière de justifier toute la narrative du unprovoked. Donc les choses se passent sans contexte. Le 7 octobre se produit sans contexte. Et après, du coup, on peut justifier tout. Donc c'est aussi occulter des faits essentiels et raconter une histoire par petits bouts qui, pour moi, constitue le problème essentiel quand il s'agit de la couverture de la Palestine dans des journaux très réputés en Occident. Le deuxième temps, c'est un temps qui a à voir avec nos régions. Pour moi, un peu à l'instar du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, il y a aussi le droit des peuples à raconter leur propre histoire. Et sans intermédiaire, et sans instrumentalisation de la part d'agendas gouvernementaux. On vit dans une région où l'information reste prédominamment financée par des gouvernements, que ce soit l'Arabie Saoudite, que ce soit l'Iran, avec des agendas très clairs. On peut parler de Palestine si l'Iran est content, mais on ne peut pas parler de la révolution syrienne, et vice-versa. Donc ça aussi, pour moi, c'est un grand problème. Et ça s'inscrit dans ce qu'aussi notre collègue Eduplénen mentionnait, les différents niveaux et les différentes formes d'impérialisme. Parce qu'évidemment, il y a l'impérialisme blanc, colonial, qu'on connaît tous, mais il y a des formes plus petites, sous-régionales d'impérialisme qui aussi sont extrêmement néfastes. Donc un média comme Mégaphone, par exemple, qui est né en 2017, qui est né de la mouvance populaire qui avait lieu en 2015, etc., et qui faisait écho aussi à la génération des printemps arabes de 2011, c'est vraiment un média qui aussi tente de briser en fait le monopole des récits et le monopole des images que tous les médias établis, qu'ils soient régionaux, gouvernementaux ou occidentaux, ont de notre région, et de vraiment raconter un récit qui vient d'en bas. Le droit de s'emparer de son propre récit, justement, Nidal, est-ce que c'était quelque chose qui était
تفضل نتكلم بالعربي. No. نطرح Thank السؤال you بالعربي. and good evening, everybody. Thank you, Edvi, for being here to bring more white people into the room. It's important because I think the message also to be delivered, and now I see more French people joining, which is a good idea. I don't know if Mr. Mayor of Marsilia is here. I don't know if is he among the audience. He's not. So please deliver the message to him, because yesterday I was very frustrated from his speech. If we're talking about one of the very important conferences happening about journalism, while there is a genocide in Gaza, ethnic cleansing and collective punishment, and journalists are paying a very high price and being silenced, I think that was important to be mentioned. I'm asking that this will be mentioned, and I'm asking that this is going to be mentioned not because he loves Palestine, but because I wanted to tell him that on the other side of the Mediterranean, there's a city called Gaza, suffering from occupation and looking and dreaming for self-determination, liberty, freedom, and all what the French kept preaching to us throughout the years that we heard and learned about history. I think that we lost faith in all these big words about humanity, about democracy, about liberty, about freedom. These are empty words, doesn't say anything to us in Palestine, because it has to come to practices, real practices, and not blah, 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 blah. We are sick and tired, and this is where I really wanted to talk to you people here, and to be really frank, and to talk this talk from the heart to the heart. I think that we need you now. I don't want you to be for Palestine. Don't stand for Palestine. But I want you to really stick to your ethics, and to your beliefs, and to your morals, and to your everything that what we grow up believing and thinking as humans. And I believe that it's important now, because then it's going to be too late. I work with international media, and usually international media give their opinion regarding what's happening everywhere else in the world, except from Palestine. They know what's right, and they know exactly what's wrong, but they're not willing to say it because we are in Palestine, and it's with Israel, and anything that they are criticizing automatically will be anti-Semitic, and Israel knows well how to do it and how to deal with it, and they will be scared. And we were talking just now about self-censorship, and they don't want to pay a high price. It's okay that only Palestinians will pay the price, but no one else. And I think that also regarding the coverage, Sarah, if I want to talk about the coverage, I think that the really biggest problem that Palestinians will pay the guilt feeling. We'll come to the coverage later. Just like for the concept of decolonizing, we are talking about the need of decolonizing the medias. Are we talking about Western medias only, or even, I mean, in the South region, in Arab Muslim world region, there's also a need for decolonization? That was the question. Yes, yeah. But I thought, because I want to put things in the But context. we'll come to the coverage later. Don't worry. I wanted to put things in the context so as to make it a real talk, and not just, theory and theory. I mean, okay. We'll come to the coverage later. Let me just, Sarah. What I want to, regarding the yes, coverage, please. I think that the biggest problem that we're dealing with is the demonizing Palestinians. We're not human. And as a result of this, this is what's the accumulation of the coverage. And I think that this is the biggest problem, that in general, the guilt feeling goes here, where we understand that they built everything on that issue. And I will give maybe later, when you want to ask me the second question, about giving the examples and seeing whether there's the problem regarding this issue. Okay. Yeah. I will get back to this. Exactly. We are going to get back to this. Ousmane, sur la question de la décolonisation des médias, la question, vous avez, je disais tout à l'heure, vous avez travaillé sur TV5, il y a d'autres chaînes françaises, internationales, en tout cas qui ont un grand service ou qui sont quasi exclusivement tournées vers l'international,
qui couvrent aussi beaucoup l'Afrique et qui ont aussi un certain nombre de journalistes qui sont issus du continent africain. Est-ce qu'il y a justement, enfin, comment se pose la question de, est-ce qu'il y a ce besoin, selon vous, de décoloniser aussi ces médias-là, malgré le fait qu'on peut se dire que le fait d'avoir des journalistes, des ressortissants du continent, ça peut peut-être, comment dire, corriger un peu le tir, mais est-ce qu'il y a encore du progrès à faire sur ce plan-là? En fait, la question qui est posée sur décoloniser l'info, ce n'est ni la question de l'origine, mais pour moi, c'est la question de ce que j'appelle la fabrique d'un regard. Un média fabrique une vision du monde, un regard sur le monde qui est plus ou moins le récit de nos parcours, de nos trucs. Donc, pour moi, je décolle la question du colonialisme et de la question géographique. Je ne pense pas qu'on puisse envisager la question comme on va décoloniser les médias du Nord ou les médias du Sud, qu'on ne puisse pas la poser comme ça. Je pense qu'aujourd'hui, l'information mondiale, ce qui fait sa spécificité plus que jamais, c'est un continuum, c'est une continuité aujourd'hui. Les publics, quand on voit, bon, elle est décédée, je pense à Dominique Méda, pionnière de la sociologie des publics en France. Avant, les publics étaient éclatés parce que le mode de diffusion faisait que je regarde la télévision française en France, je ne la regarde pas. Aujourd'hui, cette sociologie des publics ne marche pas. Je peux regarder la télévision Al Jazeera en Afrique, je peux regarder la télévision israélienne en Afrique, je peux regarder la télévision française. Donc pour moi, là où ça devient intéressant, cette question de la décolonisation, c'est que l'information est devenue un continuum vraiment circulaire, et la colonisation, pour moi, et là je suis d'accord avec Edwy Plenel, est un continuum. Pour moi, il faut, et ça c'est très important, pourquoi on parle de postcolonial ? Parce qu'au fond, en Afrique surtout, les indépendances des années 60 sont des indépendances certes formelles, des indépendances administratives, mais elles n'ont jamais été des indépendances du point de vue économique, du point de vue de la relation même dans la fabrication de l'info. Et ce continuum-là est très important. Quoi qu'on puisse dire aujourd'hui, on parle beaucoup des RFI, France 24, etc., tous ces médias, il faut se dire que dans l'histoire coloniale, c'est un héritage. RFI est héritier de l'Okora. L'Okora est héritier de Radio Dakar. Radio Dakar, c'était la radio qui portait le discours colonial. On parle beaucoup de la mission civilisatrice et évangélique de la colonisation. Elle est beaucoup passée par les médias. Il y avait deux supports. Une fois qu'il y a eu la conquête militaire, donc la rencontre des armes, une fois que les territoires étaient conquis, il y avait deux supports pour évangéliser, pour coloniser dans la tête, pour coloniser, en tout cas, surtout la colonisation française, qui, je rappelle, c'était quand même une colonisation qui voulait assimiler. On n'assimile pas avec les armes, en tout cas avec le fusil. On assimile avec les médias, on assimile avec les discours. Et quels ont été les outils d'assimilation, en tout cas sur l'espace que je connais le plus? Il y a eu deux armes. L'Église, évidemment, mission civilisatrice, et puis les médias, en fait, la production d'un discours. Et que l'entreprise coloniale française a toujours été accompagnée par la radio. Toujours. Toujours. La radio en Afrique est d'abord une radio coloniale. Et après, il y a eu, bien sûr, les mutations. À l'indépendance, c'est devenu une radio plutôt de coopération. Après, à la coopération radiophonique a succédé, quelque part, la radio, les radios dites de service public, mais tournées vers l'Afrique. Donc, je pense qu'il ne faut pas nier ce continuum. En même temps, il faut éviter un piège. Et c'est là où le mot alibi me paraît ici nécessaire et important. Je pense que il faut pas, on confond deux choses assez importantes. Je pense que avoir un média d'influence, qui peut être un outil diplomatique extra d'une démocratie, n'est pas la même chose qu'avoir un média totalement de propagande ou un média de colonisation. Quoi qu'on puisse dire peu ou prou, tous ces médias-là, RFI, qu'on critique beaucoup, etc., moi j'ai connu une période, même si je suis jeune, où, juste dans les années 90, où en Afrique, on avait un système de médias uniques. Il y avait la télévision publique qui faisait de la propagande et que l'opposition, la société civile, tout n'avait pas accès à... n'avait pas de voie d'expression. Et que, par exemple, une radio comme RFI, le poids qu'elle a pris en Afrique est lié aussi à ça. Ce n'est pas seulement le mouvement colonial, c'est aussi lié à la lutte
aux mouvements de lutte des années 90 qui ont été essentiellement accompagnés par les médias occidentaux. C'est ce double mouvement qu'il est complexe. Et aujourd'hui, on assiste à la fois à deux impasses. Je pense que l'impasse du Nord, qui est quand même problématique, c'est qu'on produit un récit, un discours depuis le Nord qu'on n'interroge pas, avec les mots du Nord, avec les mots des gouvernements du Nord, ce qui est problématique en fait. C'est-à-dire pour moi, il y a un alignement du discours journalistique, en tout cas en France, sur la question précisément du Sahel, que je connais très bien. Je peux vous donner des exemples très simples. On a une série de coups d'État. Du point de vue journalistique, c'est des coups d'État, parce que l'armée a pris le pouvoir, rupture constitutionnelle. Moi, j'ai été confronté dans ma pratique à quelque chose de très simple. Puisque le gouvernement, l'autorité politique, le Quai d'Orsay, etc., a décidé qu'au Mali, c'était un coup d'État, au Burkina, c'était un coup d'État, au Tchad, ce n'était pas un coup d'État. Mais instinctivement, dans les médias français, on disait coup d'État pour le Mali, on disait coup d'État pour le Burkina, mais sur le Tchad, on ne disait pas coup d'État. Peut-être que c'est inconscient ou pas, mais c'est un fait. C'est-à-dire le président tchadien, on disait le président de la transition. Parce que la terminologie française dit le président de la transition. Or, il a pris le pouvoir par les armes, c'est clair et net. Donc, je pense qu'aussi, il y a cet alignement, cette absence d'interrogation, de recul par rapport à l'espace médiatique ici et aux catégories du discours. Et de l'autre côté aussi, on profite, notamment les régimes liberticides qui ont été mis en place. On sait que la question de l'impérialisme est centrale aujourd'hui auprès de la jeunesse africaine. On utilise un peu l'anti-impérialisme comme le prétexte, au fond, d'une certaine domination qui, pour moi, paradoxalement, reproduit des schémas coloniaux. Pour moi, la violence politique en Afrique est intimement liée dans sa forme et dans son expression au colonialisme. C'est-à-dire, tous ces régimes militaires-là, la façon dont ils procèdent, la façon dont ils mettent en place des médias où ils interdisent à toute forme d'expression libre, toute forme de discours contraire, est une forme de domination. Pour moi aussi, c'est important de préciser qu'aujourd'hui, en tout cas dans l'époque moderne, coloniser, pour moi, c'est dominer d'abord. Et dans le Sud, nous avons des dominations qui sont très fortes, mais qui sont des dominations internes. Donc, la question de la décolonisation des médias du Sud se pose même à l'intérieur de nos propres espaces, en termes de pluralisme, en termes d'accès, notamment linguistique, culturel, etc. Et ça se pose aussi du point de vue du Nord, en termes de production de l'info. Et puis, dernière chose, je finis juste là-dessus, il y a aussi, et ça on l'oublie, je pense que c'est dommage qu'on ait évacué ce thème. Pour moi, le thème qu'on a posé en 86 sous le terme de NOMIC, le nouvel ordre mondial de l'information, est un vrai problème avec Gaza. C'est-à-dire l'ordre mondial de l'information est déséquilibré. C'est une forme d'écosystème qui est totalement déséquilibré. Et tant que nous ne reprenons pas en tout cas, si nous ne sorte de réappropriation de la fabrique du discours, parce que l'information aujourd'hui est essentiellement fabriquée au Nord par les dominants, en tout cas les médias dominants qui ont la possibilité de la fabrique. Moi, par exemple, sur le conflit sur Gaza, je l'ai toujours dit sur l'Ukraine, il n'y a pas de point de vue de journalistes africains. Parce que c'est un rapport de dominance, ils n'ont pas les moyens d'y aller, etc., etc. Donc tout le récit... Mais aujourd'hui, on n'est plus comme en 90 où la guerre, par exemple, contre l'Irak était exclusivement couverte par CNN. Il y a quand même des médias dans le Sud qu'on peut critiquer. D'ailleurs, Jean disait tout à l'heure, il y a aussi si le discours vient d'Arabie Saoudite ou d'Iran ou du Qatar ou de l'autre, en fait, ça va pas. Enfin, cela va dépendre en fait de qui parle en fait et qui détient le capital. Mais on n'est plus aujourd'hui vraiment dans une exclusivité. L'Occident ne parle plus tout seul, en fait. Le reste du monde existe. Heureusement, aussi, d'ailleurs, comme il existe à l'ONU. Je suis assez d'accord. Pour moi, même dans les années 90, l'Occident ne parlait pas seul. Mais pour moi, c'est une question plutôt de rapport de force et d'équilibre. On n'en parle pas assez. Les agences de presse jouent un rôle qui me paraît assez important. Et aujourd'hui, la seule agence de presse, en tout cas qui existait en Afrique, qui avait une vocation panafricaine, la PANA, qui était pour moi un outil très important, elle a fermé. Alors, on va revenir à cette question qui est effectivement très importante, de comment
est-ce qu'il y a une pluralité possible? Avant ça, justement, je reviens à la question de la couverture et de la manière en fait dont on couvre les choses, et peut-être aussi de voir aussi le problème des deux côtés, comme vous dites. Cet après-midi, on a assisté à la signature de la charte pour le traitement éditorial des migrations ici. Je ne sais pas, est-ce que vous avez lu, je ne sais pas si vous avez... Moi, c'est même pas que j'ai lu, j'ai fait partie de l'organisation des Infox Migration qui est initiatrice de la charte. D'accord. Participer. Alors, je sais, enfin, personnellement, en lisant la charte, j'étais quand même... En fait, ce qui m'a marqué, alors la charte est très bien, il n'y a rien à dire, mais j'avais l'impression on se retrouvait dans l'obligation de rappeler à certains confrères et certaines consoeurs qu'en traitant la question de l'immigration, il faut traiter les migrants, et je mets des guillemets parce que justement on en vient à cette question de couverture et de mots et de termes utilisés, comme des êtres humains. Ça revient un peu à ça. Alors justement, c'est un peu l'introduction pour dire justement, ça pose la question de comment on parle, quels sont les mots utilisés. La question justement de la décolonisation, Nidal pourra parler justement de la couverture, Dima aussi, je pense que vous avez beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais encore une fois, c'est pas forcément, sur cette question-là d'immigration en particulier, on va aussi du côté pays du Maghreb, par exemple, qu'il y a aussi un grand problème dans l'utilisation des termes, et qu'il y a aussi, que se crée à certains moments une sorte d'alliance objective entre certains intérêts du Nord et certains intérêts du Sud, alors que on peut trouver, les médias du Sud, notamment les médias indépendants, peuvent trouver dans des médias indépendants du Nord, par exemple, des alliés sur ces questions-là. Donc, Jean, peut-être à la fois sur la question, alors je ne sais pas si vous voulez réagir sur la question du champ lexical, mais peut-être aussi sur une question, la question d'immigration, elle a concerné le Liban sur la question syrienne, elle concerne fortement le Maghreb, de la Libye jusqu'au Maroc. Aujourd'hui, l'Europe qui se veut comme forteresse. Il y a une alliance objective des pouvoirs, et il y a une lutte qui quand même se met en place. Je vais me permettre de faire une petite tangente à la question, mais qui est liée, pour parler un peu d'une anecdote qui concerne ma génération qui a émigré en Europe très tôt, donc dès 18 ans, dès la fin de l'université. C'est des gens qui, moi, en tant que militant, avant d'être journaliste, j'avais beaucoup de mal à impliquer politiquement, à leur faire croire qu'il y avait quelque chose qui était encore possible, qui était encore jouable dans notre pays. Donc ces gens-là sont partis en Europe avec une réelle conviction, que parfois, moi, je trouvais un peu naïve, qu'il y avait une Europe cosmopolite, pluraliste, humaniste, universelle, et que l'accès à cette Europe-là, c'était peut-être d'adopter les codes, la culture, etc. Donc ce sont des gens qu'on pourrait, entre guillemets, qualifier d'extrêmement occidentalisés, avec qui, moi, personnellement, même si c'était des amis proches, j'avais toujours du mal aussi à les sensibiliser sur les questions du pays. Ce qui les a, entre guillemets, radicalisés, mais dans le bon sens du terme, c'est la couverture médiatique des médias européens par rapport à Gaza. Parce que cette déshumanisation des victimes palestiniennes, ils l'ont vécue comme un miroir. Pour eux, c'était eux qui ne valaient rien, qui étaient déshumanisés. La façon dont ces gens-là, qui sincèrement croyaient à cet universel, croyaient à cette expérience cosmopolite, post-nationale même, ils ont été frappés, ils se sont pris une claque monumentale avec la couverture de Gaza. Et c'est là où je les ai vus impliqués dans tout ce qui a à voir avec le discours pro-palestinien en ligne. J'étais sidéré de voir des gens qui étaient à des années-lumière de l'activisme ou du militantisme politique, tout d'un coup se sentir arabes, précisément grâce à la presse, à une partie de la presse européenne qui était en train de procurer un discours déshumanisant. Je vais donner un autre exemple, parce que aussi, je pense que l'exemple de Mediapart et de Denis Plenel est criant, pour dire que je ne veux pas sombrer non plus dans une conversation qui est en silo. Le Sud global comme bloc homogène, le Nord global comme bloc homogène. Je pense que les médias du Nord et les médias du Sud, tous les deux combattent une forme de fascisme populiste qui est en train de s'infiltrer dans les médias. Dans un pays comme le Liban... Tous les médias ? Pardon ? Tous les médias ? Non, dans plusieurs médias. Mais dans un pays comme le Liban aujourd'hui, il y a
des discours qui sont diffusés à la télévision qui ressemblent comme deux gouttes d'eau au complotisme de Fox News. Les mêmes thèmes abordés sur le genre, sur l'environnement, sur tout ça. L'attaque dont on subit nous-mêmes les frais en tant que mégaphone par le lobby des banques reprend les mêmes termes d'Elon Musk pour démoniser la société civile, etc. Donc il y a un enjeu qui est vraiment d'ordre mondial par rapport déjà à l'accès à l'information, par rapport à la tentative de contrôle du capital ou de personnes qui ont une idéologie clairement fasciste de l'accès à l'information. Et c'est là où je vois que oui, on a des alliés au nord, et ces alliés-là, on doit être en communication beaucoup plus intense avec eux. Ne pas juste attendre d'eux un soutien ou une solidarité par rapport à nos causes, mais essayer de penser ensemble à une forme de résistance à ce qui est en train de se produire actuellement. Je terminerai aussi sur un autre combat qui est commun, qui est l'espace en ligne. Cet espace qui était un espace ouvert, qui était un espace de contestation. Justement, c'était l'idée suivante, et en lien avec ce que disait Ousmane tout à l'heure sur le discours dominant. Donc j'y reviendrai. Voilà, on reviendra à ça parce que justement de réfléchir à l'idée, savoir s'il y a un contre-discours quand même qui est possible aujourd'hui. Nidal, here's for you, for the coverage. So. Yes, definitely. There is a hegemony. Of course, we see that it's a military war in Gaza, it's also a war of narrative. It's a war of a story. It's a war regarding the terminology. That I couldn't believe how far the international media outlets can justify the unjustified. How far they can go to come and to say that this is not a self-defense, that this is a war against people, against innocent, against women and children, against people that they are seeking for freedom and self-determination. The terminology is, I really want to go through the wordings because the passive and the active voice, when they're talking about Palestinians, that they were found dead, as we don't know who killed them, and why they were killed, and for which reason. And only when it comes to other places in the world, you understand that it was a Russian missile killing Ukrainians, or it was that they will be using the word of Russian occupation or Russian aggression. And this will never be the case regarding Israel. They will never say an Israeli missiles and Israeli bombardment. It will be rare and it will be difficult, and we have to go through a fight to be able to explain, because people, of course, don't know and they don't understand. And it's not by chance. I don't think that it's just happened to be. It's really the war at the editorial room, every day and every moment. The terminology, and this is where I was just starting talking about the guilt feelings, especially regarding, the history of the Jews during the Second World War, that we Palestinians are still paying the price. That any criticism to Israel, automatically, they will see it as anti-Semitic, and you will be even held accountable, and you can go, and this is criminalizing, and you will be going to court, and people don't even want to deal with this, and they will think twice, 3 times, 10 times before saying a word of truth. All these reasons together make the journalists, who are international journalists, the white journalists coming to Palestine to cover, they will think 10 times for every, and the wordings, and the terminology, and the war, and every single, on every aspect, and it's going to be really a war on all these levels. Palestinians always asking about, even, the names of the cities and the towns, what is regarding... I really want to mention the wordings for you to understand how far, because sometimes when we just, on daily basis, just going through this, we don't see it and we don't see the reflection. Media is not only to cover, it's forming public opinion. And as a result of forming public opinion, it gets back to us as a foreign policy. So it's not just, let's read another story. It's more than this. It's the consequences of forming public opinion with all what does it mean, this word regarding this. I think that today also, if the journalists understood that
this is really complicit, that this is being part of the war crimes, then they will reconsider and they will think twice about it and about the dialogue and about the whole narrative, Sarah. But because nobody is holding them accountable, so they can keep going, knowing that nobody cares. Believe me, if what's going on in Gaza was happening anywhere else in the world, you won't see that it will be so silent and that people can keep going as normally and that thinking about the next destination where to travel if that was happening in any white country. This gives us a feeling that it leaves a bad taste regarding this. And I think it's really, this is bad because I think that the consequences, people that they are witnessing now a genocide, what will happen to these kids and what will happen to these women and what's happening in the next 10 years and 20 years. And I think also that anyone from even the Israeli officials with the statements that they're coming with, starting from human animals, that why to arrest them, it's just execution, getting away with fascist and racist statements that every single time I'm asking how far they want to reach for somebody to stand up and to say enough is enough, this can't keep going. And to do something and to say something and to be strong enough. I think that really, for us in Palestine, it's not enough for us because this is where Dima was mentioning, and the feeling of being alone. I don't want the solidarity of people in 10 years and when I will be free. I need the solidarity of people now because otherwise it will be so difficult and so many Palestinians will be dying and being killed on the way of freedom. And I think to save all this, it's important to say the word of truth now, even if the people know that they are paying a high price for that. And the last thing I want to mention here is regarding countries, even to discredit Palestinians. I'll just give you an example. For any numbers coming out from Gaza, automatically, it's the ministry, the health ministry belongs to Hamas. But so automatically people will be like, to Hamas, we say here. But anything happening and any spokesperson from the Israelis, automatically they take it as is and they deal with it and they don't even need to double check. This is where it's like we have to prove and we have to prove again and again. What happened with the paramedics, with the Red Crescent? You're aware of the case of that Israel killed the army, 15 paramedics in Gaza on the date of March 23rd. We need to bring a video and proofs and to bring out all the proofs for the world. And what happened after? Nothing. Exactly. So lives of people, stories, fathers, mothers, sisters, brothers, future, life, Gaza. This is not important. We're not even human. Bombing hospitals is now normal. They have normalized bombing hospitals. We have allowed them to normalize bombing hospitals and getting away with saying it's a terrorist base, with no proof and no evidence given whatsoever for any of the hospitals bombed in Gaza. And now bombing hospitals goes by and it's not even covered. On est arrivé à un niveau mais incroyable, ce que dit ma collègue. Je veux dire, on normalise tout ça. Alors justement, Dima, désolée de changer le... Il y a aucun souci. Je voulais juste, regarding to what Nidal said, also in the use of terms, also the use of the name of towns, also which often we take in the Western media, they adopt the Israeli names of town. Anyway, Dima, pardon, vous aviez en lien avec ça des exemples à nous montrer, quelques exemples de la presse. Voilà, donc ce dont parlait Nidal, exactement ça, c'est-à-dire il y a des médias qui ont interdit l'emploi des termes nettoyage ethnique, génocide et territoire occupé. C'est interdit. Vous vous imaginez, mais c'est une réalité, c'est la réalité des Palestiniens, pas seulement depuis le 7 octobre, c'est la réalité des Palestiniens depuis plus de 70 ans. Et c'est interdit. Et quand il y a des journalistes... Ah, regardez ça. The Middle East is up for grabs. Aux enchères. On met toute une région aux enchères. C'est un journaliste qui écrit ça. Et c'est publié par un journal.
C'est fou. Wall Street Journal, qui est quand même pas, C'est pas n'importe quel quoi. journal. Oui, Wall Street Journal, up for grabs. Voilà, nous sommes des peuples qui sont mis aux enchères, comme si on était un tableau. Un tableau, voilà. Et après, quand il y a un journaliste qui ose dire des otages palestiniens, oui, ce sont des otages palestiniens, parce qu'en fait, ils sont kidnappés, ils sont pris de leur maison dans un autre territoire. C'est pas en Israël, c'est des gens qui vivent en Cisjordanie et qui sont carrément pris pendant la nuit de chez eux. Ils sont mis en prison. Oui, ce sont des otages. Quand il y a un journaliste qui fait ça, le journaliste est puni. Après, le média va s'excuser parce qu'ils ont commis, soi-disant, cette erreur. Donc, en fait, il y a une perte de toute éthique, il y a une perte du journalisme tant qu'on le connaît, mais il y a aussi les libertés qui se sacrifient. Elles sont sacrifiées maintenant. Maintenant, les universités américaines sacrifient carrément leur liberté, ou ils sont forcés à sacrifier leur liberté, rien que pour cette question de la Palestine. On voit maintenant que les universitaires, enfin les étudiants dans les universités américaines ne peuvent plus parler librement. C'est incroyable. C'est ce que disait Edoui, que en fait la construction post-guerre mondiale est en train de s'effondrer. Toute la construction. Voilà. Encore une fois, les soldats israéliens. Il y a même eu des histoires sur CNN, genre les pauvres soldats israéliens, ils ont des problèmes psychologiques et ils sont humanisés quand un soldat israélien est tué en plein combat, alors qu'il commet des crimes de guerre. Il est humanisé. Ils mettent une photo de lui en train de jouer la guitare. Et ils font toute une page sur le New York Times. Alors que quand 100, 200 Palestiniens sont tués, c'est un chiffre, c'est tout. C'est ça la couverture. Loin. Sur cette question de l'usage des termes et du concept, vous parliez tout à l'heure, Ousmane, des coups d'État qui ont eu lieu dans les pays du Sahel. Une expression a été justement qu'on a souvent entendu en fait ici en France sur le sentiment anti-français en Afrique. Là aussi, le choix des mots interroge, le choix des termes. On a l'impression c'est à la fois ôter toute rationalité à un ressentiment ou à un fait politique, et aussi détacher cela d'un contexte historique, politique, réel, notamment lié aux post-indépendance dont vous parliez tout à l'heure. En fait, je me suis beaucoup insurgé contre ce terme parce qu'il dépolitise une question politique. C'est-à-dire, on a une tendance dans le journalisme contemporain à dépolitiser les questions et à rajouter, à les émotionnaliser, si je puis dire. Qu'est-ce qui se passe en Afrique? On le sait, il y a beaucoup de confrères africains ici. Depuis des années, moi je traverse le continent, et j'entends, qui est clairement formulée, une contestation politique de la France en Afrique. Une contestation de l'action politique de la France, qui est sourde, hein, qui s'est construite, qui est très sophistiquée et tout, et qui n'est pas entendue, hein, parce que, alors on parle de l'armée française qui quitte l'Afrique. Moi je me rappelle en 2002 déjà, Tiken Jah Fakoly chantait « Armée française, allez-vous-en ». 2002. Et en fait, tout d'un coup, ça apparaît dans le débat public ici en Occident sous forme d'émotivité. Comme si les Africains ne peuvent pas formuler dans la contestation politique quelque chose de construit. C'est-à-dire, ce qui m'a frappé en Occident, de cette colère-là, de ce discours-là, on ne voit qu'un sentiment. C'est quoi, je trouve que ce terme était catastrophique. Moi, j'ai couvert une des visites du président Macron, une de ses avant-dernières tournées en Afrique. J'étais surpris qu'il reprenne le mot dans son discours. Et à partir du moment où le président de la République l'a repris, ça devient un mot officiel, ça devient quelque chose qui a une existence. Or, c'est totalement biaisé. Ça biaise les termes du débat, ça biaise les termes de l'information, parce qu'au fond, c'est quoi un sentiment? Est-ce qu'on peut le jauger du point de vue journalistique? Non. Par contre, ce qu'il y a, c'est qu'il y a, par exemple, au Sénégal, mon pays, un groupe de jeunes qui sont constitués politiquement en association et qui s'appelle France Dégage. Ce n'est pas de l'émotion, c'est un projet politique.
Pourquoi on renvoie à ces jeunes-là de l'émotion? Vous avez un sentiment. Je trouve qu'il y a même quelque chose qui encore trouve sa généalogie dans les discours postcoloniaux. L'Afrique, c'est l'émotion. L'émotion est nègre, la raison est laine. C'est une phrase qui a une vieille histoire. Et on est toujours dans ce processus de pensée. Je pense que la dépolitisation, les deux questions majeures pour moi aujourd'hui qui se posent au journalisme contemporain, c'est la dépolitisation de l'info, c'est la charte de migration, et puis l'autre, c'est la déshumanisation dont parlent mes confrères. Gaza, moi, ça a heurté ma conscience de journaliste, parce qu'elle déshumanise. Mais bien avant, un des moments où je me suis le plus interrogé en tant que journaliste, qui couvrait les questions terroristes en Afrique, c'est lors des attentats de Paris. Tout d'un coup, voilà le terrorisme là, chez nous, à côté. Et j'ai vu mes confrères journalistes qui couvraient l'Afrique, qui couvraient le Proche-Orient, qui filmaient notamment, parce que moi je viens de la télévision. Tout d'un coup, on ne filmait pas les mêmes victimes de Paris, donc à côté. De la même façon, on filmait les victimes du Proche-Orient ou de l'Afrique. Souvenez-vous bien des images des attentats de Paris. On n'a pas vu de cadavres sanguinolents. On n'a pas vu d'images tuméfiées. On a filmé à hauteur d'homme parce que c'était proche, parce que je pense qu'il y a une sorte de proximité et qu'on s'est dit c'est des Occidentaux. C'est-à-dire une des choses qui m'a le plus interrogé dans ma carrière de journaliste, pourquoi nous ne filmons pas de la même façon les autres, l'altérité? On ne filme jamais de la même façon dont on filme un Français en France. Le même caméraman ou le même photographe ne filme pas le Gazaoui de la même façon, ne filme pas le Sénégalais de la même façon. C'est-à-dire que ça ne choque personne, la nudité des corps, cette forme d'indignité même de la victime. Moi, je ne l'ai pas vu dans les attentats de Paris. Et j'ai beaucoup échangé avec des collègues avec qui on a discuté. Ils te disent non, mais c'est à côté. En fait, tout d'un coup, ils se rendaient compte que le fait que l'événement arrive à côté, il y a un processus d'humanisation et qu'on perd avec la distance. C'est pourquoi une des choses... Pardon, mais le à côté étant une notion pas forcément géographique. Oui, c'est ça. Si on filmait les États-Unis, oui, mais c'est parce qu'il est semblable à côté. Il est occidental comme nous. Il nous ressemble. Il y a un livre qui est magnifique de Gérard Prunier qu'il a fait c'est un tract qu'il a fait chez Gallimard qui s'appelle « Ces cadavres noirs ». Et il commence avec cette phrase qui est magnifique, ce qui est sur le journalisme. Si vous êtes mort, vous avez intérêt à ne pas être un cadavre noir. Moi, je rajoute arabe. Puisque vous ne compterez pas, vous compterez très peu, en tout cas dans le système médiatique aujourd'hui. Et je pense que ce double mouvement, Gaza en est le summum. Dépolitisation de l'info et déshumanisation. Il nous reste une demi-heure. Je vais inviter Edoui Plenel à nous rejoindre, donc à revenir ici avec nous. Il y a une chaise qui s'est ajoutée pour qu'il puisse nous rejoindre. Voilà. Peut-être juste en attendant que Edoui puisse s'installer sur une réaction à laquelle vous pouvez tous répondre sur la question justement du narratif et du narratif exclusif. Les réseaux sociaux, est-ce que, alors que voilà, c'est aussi le grand capital, c'est Elon Musk aujourd'hui, etc. Est-ce que ça ne représente pas une alternative ou est-ce que c'est une alternative biaisée est-ce que ça permet vraiment de donner de la visibilité à des questions des personnes ou de donner à voir et à entendre un autre récit ou pas? Je sais pas, peut-être. Oui, en fait, oui, tout à fait. Dans le cas de la Palestine, en tout cas, oui, les réseaux sociaux ont contribué à humaniser l'histoire. On rappelle que AJ Plus est exclusivement présent sur les réseaux sociaux. On est sur les réseaux sociaux et évidemment, c'est pas que nous, c'est les Palestiniens en fait se sont retrouvés, les journalistes palestiniens tout seuls, même sans travailler pour un média. Ils ont trouvé de la place sur Instagram, sur TikTok, pour montrer leur vie quotidienne. Je donne toujours l'exemple de Bissane Aoudé, qui est une journaliste palestinienne qui est maintenant très connue, qui travaille aussi avec nous à J+. Elle s'est coupé les cheveux en direct pour expliquer qu'elle n'avait pas accès à l'eau et au shampoing.
elle ne peut plus se laver les cheveux parce qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de shampoing. Et ça, c'est un sentiment humain que les jeunes partout dans le monde vont sentir. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a eu cette mobilisation dans le monde entier des jeunes, parce que c'est à travers TikTok, à travers Instagram, qu'ils ont pu sentir l'histoire palestinienne. Et c'est très important de sentir, car les réseaux sociaux permettent d'être subjectifs. Et nous, en fait, dans d'Agi+, on est très subjectif. On critique l'objectivité parce qu'on pense que l'objectivité va en fait perpétuer le statu quo du journalisme colonial. Parce que être objectif, ça veut dire être correct pour une certaine partie du monde qui a déjà établi le système et qui a déjà établi avec quelle terminologie on va parler de la Palestine. Les réseaux sociaux, c'est notre outil, mais c'est l'outil de beaucoup de journalistes qui aussi, pas seulement en Palestine, mais ailleurs, arrivent à raconter leurs histoires loin de ce journalisme colonial. Et vous avez on va vous donner un micro. En France, il y a eu donc un mouvement des médias indépendants à un moment de sortir d'X, de quitter X en fait, pour aller vers d'autres plateformes. Vous, à ma connaissance, vous y êtes toujours. Et on sait que c'est lié évidemment à Elon Musk. Une réaction par rapport à ça, ou si vous avez aussi une réaction par rapport à ce qui a été dit jusque-là pendant ce panel. Bon, sur votre question sur le mouvement de protestation et par rapport à X, qui est la propriété d'un nazi, hein, il ne faut pas dire, faut pas tourner autour du pot. Hein. C'est un nazi, il fait vraiment des saluts nazis. Il est vraiment un nostalgique de l'apartheid d'Afrique du Sud. Il est antisémite, il est raciste, il est xénophobe, il suffit de le suivre. C'est l'homme le plus riche du monde. C'est l'homme qui veut aller sur Mars. C'est l'homme qui a acheté la présidence de la première puissance économique du monde. C'est ça la réalité de notre monde. Donc, il y a eu ce mouvement de protestation symbolique. Comment peut-on être dans la rue numérique de ce nazi ? C'est la prise de position de principe de certains titres, dont Mediapart. Mais individuellement, il a été décidé que les unes et les autres, on pouvait aussi continuer à être dans la rue. Et moi, je considère que je ne vais pas laisser la rue numérique aux nazis et aux fascistes. Donc je suis à la fois sur X et sur Blue Sky. Et je le fais. Parce qu'il faut tenir la digue. Et je voudrais réagir à tout ce qui a été dit et qui est excellent. Mon regret, c'est qu'en fait, par rapport à ce qui a été dit, il faudrait que tous les responsables des médias dominants français soient là. Vous vous adressez dans votre protestation à une assemblée qui, ici, notamment dans sa partie française, est convaincue et qui est même du côté de la protestation contre tout cela. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Le journalisme est un champ de bataille, il l'a toujours été. Aujourd'hui, nous avons cette catastrophe immense. Il faut rappeler quand même que c'est la plus grande hécatombe de journalistes de toutes les guerres modernes, plus que la Première Guerre mondiale, plus que la Deuxième, et plus que toutes les autres qui ont suivi. Je parle des journalistes, je pourrais parler des soignants, je pourrais parler des enfants, et je pourrais parler de tout le monde. Une dernière étude vient de montrer que les bombes larguées sur Gaza sont plus importantes que tous les cas de bombardement pendant la Deuxième Guerre mondiale, à Dresde et à d'autres. Nous savons cela ici. Mais nous savons que face à des situations comme ça, il a toujours fallu se battre contre le journalisme. La presse fasciste a existé en France dans l'entre-deux-guerres. Les médias de M. Bolloré d'aujourd'hui ne sont qu'une résonance de tout cela. La presse colonialiste a existé pendant les guerres coloniales. La dénonciation de la torture en Algérie a été le fait de journaux minoritaires. Et même les journaux dominants comme Le Monde, il a fallu les ébranler de l'intérieur. Ça a d'abord été des gens à la marge. Donc, pourquoi je dis ça ? Je dis qu'évidemment, il faut émettre cette protestation. Mais je redis, nous, en tant que journalistes, on doit avoir l'intelligence de notre indignation. Nous sommes au service d'un droit fondamental
qui est le droit de savoir, qui est le droit des peuples, pas notre droit, pas notre privilège. Donc nous devons d'abord avoir ce principe qui est notre boussole, qui est au fond que rien de ce qui est humain ne nous est étranger. Combattre l'indifférence, être du côté de l'autre, pense aux autres, hein, ce fameux poème de Mahmoud Darwish. Quand tu fais tes guerres, pense aux autres, à ceux qui rêvent de la paix. Pense aux autres. C'est un immense poème, je le cite dans la traduction de Elias Sambar. Mais ensuite, une fois fait ce principe de non-indifférence, il faut avoir dans notre travail d'information, et c'est pour ça que je le disais dans le peu de mots tout à l'heure, que l'époque que nous vivons, et ça a été très bien dit par rapport au régime né en Afrique du ressentiment légitime contre le colonialisme français, ces régimes ont tous en commun une logique autoritaire. Tous ne supportent pas les droits fondamentaux, ne supportent pas la liberté de la presse les concernant, ne supportent pas un journalisme critique. Et c'est partout. C'est arrivé aux journalistes de Hong Kong, c'est arrivé à tous les journalistes russes, c'est arrivé, évidemment, c'est pour ça que je parlais de nos confrères du Sahel, dans une vidéo où je rappelle d'abord le massacre de Gaza, mais je dis le massacre, aussi terrible soit-il, ne doit pas nous faire oublier ces autres situations. Pourquoi je dis ça ? Parce que nous, on ne doit jamais oublier que nous ne sommes pas du côté des États, nous sommes du côté des peuples. Et si je peux me permettre, ayant en partie grandi dans cet univers-là, et me rappelant le livre formidable de Samir Kassir, Les considérations sur le malheur arabe, nous savons très bien, j'ai participé aux manifestations pour la Palestine en 1967 à Alger, et j'étais jeune, j'avais 15 ans. Nous savons très bien que les régimes des régions dont vous venez ont pour beaucoup utilisé la question palestinienne comme un dérivatif par rapport aux questions sociales et démocratiques chez eux. Occupez-vous de la Palestine, mais surtout ne touchez pas aux urgences dans notre pays. Nous savons. Je dis ça parce que non, mais juste en tant que journaliste, pour aller dans vos. Enfin, c'est pas du tout pour vous contredire, mais il y a aussi des régimes, et on l'a vu entre autres en Algérie, qui refusent, ou on peut dire aussi les Émirats, l'Arabie Saoudite, qui refusent qu'il y ait des mobilisations sur la Palestine chez eux, de peur que, en fait, par là, ça mobilise contre le pouvoir en place. Et à l'inverse, vous avez vu positivement ces manifestations de dockers au Maroc, contre des bateaux qui transportaient potentiellement des armes américaines pour Israël, vu l'alliance du régime marocain avec Israël, sur laquelle il compte, y compris dans une potentielle guerre avec l'Algérie. On est dans ce monde-là aujourd'hui. Mais je dis ça, notre travail est aussi de dire que ce que fait Netanyahou en voulant massacrer les Palestiniens, il le fait avec son agenda fasciste, suprémaciste. L'origine ne protège de rien. Oui, il y a un suprémacisme juif qui veut exterminer d'autres, et même si les gens qui le font sont des descendants d'autres, voilà, hein, avoir été descendant de victimes ne garantit pas la suite. Mais pourquoi je vous dis ça ? C'est que notre devoir est de dire que M. Netanyahou, il fait ça aussi pour éviter la justice israélienne. Et la justice israélienne le poursuit pourquoi ? Pour un Qatargate, pour une affaire qui concerne le Qatar. Et notre devoir, je l'ai dit dans toutes mes interventions depuis le 7 octobre, et je suis bien d'accord, il faut toujours dire, il n'y a pas un présent monstre, il y a un passé, mais nous, notre devoir, c'est de sauver le futur. Et sauver le futur, c'est sauver les surgissements des peuples. C'est ce que j'ai dit par rapport à la Syrie. Car nous avons abandonné le peuple syrien. Pas seulement nous, beaucoup d'autres. Nous l'avons abandonné, le peuple syrien. Et nous voyons comment d'autres, par des hasards de l'histoire, font que le cheminement se fait, qui ne sont pas forcément de notre histoire politique et de notre sensibilité. Mais je dis ça parce qu'il faut vraiment tenir tous ces bouts. Et j'ai dit depuis le 7 octobre, mais quand même, il faut critiquer l'Occident. Il faut critiquer l'Europe, il faut critiquer tous ces médias, il faut critiquer tous ces gens qui pensent, comme je l'ai dit dans un livre, être le jardin civilisé face à la jungle barbare. C'est comme ça qu'eux barbarisent le monde.
Mais il faut dire aussi, qui a l'arme du pétrole pour solidariser avec la Palestine? Couper le pétrole. Qui a l'arme du gaz? Qui a l'arme de la rupture de toute relation diplomatique? Il y a eu la grande réunion à Riyad, 15 jours après le 7 octobre, des grandes déclarations. Pour la première fois, le président iranien venait, tout le monde était là, et depuis quoi? Walou, Makash. Il faut aussi interpeller les dirigeants du monde arabe. Que font-ils, ces États? Ils ont des armes. Ils ont l'arme de ce qui est au cœur de l'économie mondiale. Ils l'ont utilisé pour dire arrêtons le génocide, on vous coupe le pétrole, on vous coupe le gaz. Ils l'ont, cette arme. Et ça ne va pas les appauvrir. Et donc il faut aussi dire ça. C'est très facile pour moi de le dire ici à Marseille, en France. Ce n'est pas facile si on est en Jordanie, je ne sais pas, mais en Arabie Saoudite et ailleurs. Je le sais très bien. Et j'ai cité Samir Kassir, il a été assassiné sur ordre de la dictature syrienne. Voilà, donc je sais très bien ce que risque. Mais le journalisme que je défends est aussi ce journalisme-là qui porte la plume dans la plaie, y compris au plus près de son pays. Il n'est pas campiste, il n'est pas enfermé, il n'est pas prisonnier, il n'est pas assigné à résidence. Donc on vient à l'idée des principes indivisibles, de ne pas avoir des principes à géométrie variable. Je finis quand même, j'aimerais finir sur la question des réseaux sociaux avant de donner la parole à la salle s'il y a des questions. Jean, d'abord sur la question des réseaux sociaux. Tout à l'heure, vous parliez de Megaphone en tant que jeune plateforme qui a vu le jour en 2017, donc dans le sillage des protestations en 2015, c'était contre la crise des poubelles, etc. Au Liban, et puis il y a eu le soulèvement aussi, le mouvement de protestation 2019. C'est une manière différente de couvrir via les réseaux sociaux. On filme différemment, on couvre différemment les protestations. Déjà, il faut commencer par dire, pour ma génération, c'était la seule option. Et on a intégré les réseaux avec énormément de pragmatisme et de lucidité. On sait qu'on travaille gratuitement pour une compagnie qui se fait de l'argent sur le contenu qu'on produit. Donc on est très conscient en fait de l'enjeu économique, politique, de ce qu'ils veulent dire ces plateformes, que ce ne sont pas de réels agora démocratiques, que les algorithmes, d'une certaine manière, envoient l'information pour renforcer des biais. Tout ça, on en est conscient. Mais malgré tout ça, j'ai un peu de colère par rapport à la discussion qui aime stigmatiser les réseaux sociaux en tant que source principale de fake news. La fake news au Liban, c'est la télé qui la produit. Avant bien les réseaux sociaux. En France aussi. Hein. Donc, le gouvernement aussi produit de la fake news en France. Et c'est beaucoup plus compliqué pour moi de faire un contre-pouvoir dans l'establishment médiatique traditionnel très bien impliqué. Déjà légalement, parce que Liban, on ne peut pas juste avoir une licence pour un journal ou pour une télé. Les réseaux ne sont encore pas légiférés, donc ça permet un petit peu d'exister, un peu dans les marges de la loi. Et de deux, parce que je pense que c'est encore un champ de bataille qui est ouvert. On l'a bien vu depuis 2011, on a continué à le voir, malgré toutes les tentatives de canaliser en fait, cette énergie populaire, cette forme d'expression instantanée que les gens ont à portée de main dans les réseaux, malgré le fait que la contre-révolution se joue aussi sur les réseaux, à travers beaucoup d'argent qui est dépensé pour la désinformation, à travers les algorithmes qui clairement essayent de canaliser un petit peu ce que les gens disent et où les disent. Je pense qu'on est encore dans une dynamique de combat dans les réseaux sociaux. Donc on est encore capable en fait de faire un challenge à ce qui se produit. Et c'est la seule raison pour laquelle, très pragmatiquement, comme vous avez fait ce choix, on a fait le même choix, c'est de rester là, d'occuper l'espace, de ne pas se rétracter, de ne pas aussi avoir une posture extrêmement moralisante et éthique, de dire non, on ne touche pas à ça parce que c'est sale, et du coup, on finit par s'adresser à une élite qui pourrait lire un website, etc. Donc on existe là. Moi, ce qui me fait un peu aussi peur sur les réseaux, et là aussi, c'est pas pour contredire qui que ce soit, parce que c'est vrai, aujourd'hui, le bombardement d'un hôpital, ça va faire la une pendant un jour, et puis les gens vont passer outre. Mais même sur les réseaux, il y a quelque chose d'extrêmement insidieux dans le fait de scroller sur sa page Instagram et d'être constamment dans un tourbillon émotionnel entre un ami qui fête son anniversaire, voir son ex, voir un chat, et puis voir un massacre, et puis retourner à nouveau. And this is by design. C'est aussi fait pour, d'une certaine manière, banaliser l'image, banaliser sa portée, banaliser sa gravité.
et noyer les gens dans ce marasme et complètement en fait déposséder les gens de ce qu'on appelle en anglais agency, je ne sais pas comment traduire ça, mais cette activité. Voilà. Donc vraiment de leur volonté en fait. C'est une forme d'anesthésie collective. Donc du coup, ça t'affaiblit, ça te déprime, ça te fait sentir que même ton indignation elle est vaine. Et donc tu ne partages plus cette vidéo. Et donc tu passes outre, etc. Donc pour moi, le défi principal aujourd'hui, c'est pas si on quitte les réseaux, on reste dans les réseaux, c'est comment redevenir subversif dans les réseaux, avec ces règles du jeu qui deviennent de plus en plus compliquées, pour vraiment briser le monopole ou l'hégémonie de l'information qui est produite. C'est court-circuiter le système d'intérieur quelque part. Ousmane, les réseaux sociaux comme moyen de produire un autre narratif, ça vous semble, sur le continent africain, ça vous semble réaliste, utopique? Alors, vous pointiez tout à l'heure la permanence d'un discours dominant dans le rapport des forces. Moi, je pense que ça a été un espace de liberté, un espace plutôt déclencheur, mais à une période donnée qu'on peut situer dans le temps. Je trouve qu'il y a eu un avant Tunisie et un après. J'ai beaucoup suivi la Tunisie et couvert la période un peu post- et avant-révolution. Je pense que n'eût été la possibilité d'avoir des espaces d'organisation, de contestation, de mobilisation, il n'y aurait pas eu ce qu'on a appelé, moi j'aime pas le mot, mais le printemps arabe. Je pense qu'il ne faut jamais oublier qu'ils ont joué, en tout cas dans cet espace-là, une sorte d'espace de liberté. Pour ça, ça a été très bien. Maintenant, 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, j'ai peur qu'on soit dans une phase régressive. On a parlé de Musk. Donc, le capital s'est emparé de ces espaces-là, ce qui est problématique. Je suis d'accord avec mon confrère du Liban. Je pense que ces espaces aussi, en fait, nous familiarisent un peu avec une forme de tragédie, de tragicomique du monde. Et que malheureusement, de plus en plus, la capacité d'avoir des nouvelles formes d'écriture, des narrations différentes, ça me nuise. Parce que je pense que, le capital a très bien compris cette force subversive que représentaient ces espaces-là. Et puis le politique aussi l'a compris, les restrictions politiques sont énormes. Et que les politiques aussi se sont mis à créer aussi des espaces alternatifs. Donc je pense que oui, c'est des espaces qu'il faut investir, mais je pense que je suis assez pessimiste sur la suite, quoi. On va tenter de ne pas... Allez-y. Je vous laisse réagir et ensuite on va... Non, juste réagir parce que je pense qu'il y a évidemment le fait que ce sont... Aucun de ces réseaux n'est sain. Hein. Tous sont des algorithmes, tous sont des pièges. On a parlé de X, mais Facebook a totalement joué pour Bolsonaro et contre Lula au Brésil. TikTok a joué contre d'autres ailleurs, et ainsi de suite. Aucun de ces réseaux n'est sain. Et en effet, comme toute révolution industrielle, révolution de la communication, c'est une bataille sur les usages sociaux. Hein, voilà, c'est le moment que vous décrivez, en effet, et qui a été symbolisé par les révolutions arabes, je préfère dire ça comme ça, aussi défaites soient-elles. Soit-elles. Il ne faut pas désespérer Billancourt. Elles ont été défaites dans un premier temps. Défaites provisoires. Était la promesse positive dont nous sommes, hein, d'espérance d'un espace public démocratique, sans frontières, c'est important, sans autre frontière que la langue, et qui circulait. Depuis, les pouvoirs, avec en premier allié des puissances financières incommensurables, ont pris leur revanche. C'est une des clés. Pourquoi toute la Silicon Valley, qui se prétendait démocrate, ouverte à la pluralité, ouverte contre les discriminations, tous en bloc ont basculé contre Trump, parce qu'aux États-Unis, qui est peut-être le pays, certes, de la libre entreprise, et on a le droit de s'enrichir, mais c'est aussi le pays des lois antitrust. Et dans le camp démocrate, la question de mettre fin à ces monopoles était sur l'agenda d'une nouvelle présidence. Donc là, ils sont là uniquement par intérêt parce que Trump ne les défera pas. Donc nous avons en effet cet ennemi, et
pour parler de l'Europe, la cible était le commissaire européen Thierry Breton qui voulait réguler tout cela, que la nouvelle présidente n'a pas repris avec l'appui de Macron et qui était le principal ennemi d'Elon Musk et des autres. Il voulait la régulation. Car en fait, là, nous devons réguler, nous devons casser ces monopoles. Mais ce sur quoi je réagissais et qui rejoint un peu la passion de mes interventions précédentes, dans le moment actuel, quel est notre ennemi à nous, journalistes? Et c'est un paradoxe, car nous venons de la liberté d'expression. Notre ennemi, c'est l'opinion. Le cheval de Troie pour tuer la vérité, pour tuer le rapport au réel, pour tuer l'information, c'est la liberté de dire. De dire tout, y compris le pire, y compris l'abject. Et quoi, on n'a pas le droit de dire. Et donc, on ne peut plus rien dire. Et donc, nous devons bien défendre notre ligne. Et notre ligne, c'est pas de dire ce qui est vrai, c'est ce que je crois. C'est pas de penser j'informe vrai parce que je pense politiquement juste. Non, notre ligne, c'est de faire ce travail d'artisan, d'indépendance, qui apporte des informations, y compris dans des... Vous avez parlé du terrorisme, vous avez parlé de situations de régime militaire, etc. C'est très difficile, c'est très dur, mais nous devons maintenir cette ligne. Et je dis ça, pourquoi je réagissais comme ça dans ces assises de journalisme, c'est qu'on est tous saisis par l'émotion, la passion, la solidarité, évidemment. Et nous sommes, je veux dire, d'une certaine manière, ce sont les Palestiniens qui nous montrent, y compris la dignité par rapport à ça. Quand je suis déprimé par rapport à ma profession, et à l'époque, j'appelle Elias Sambar, et lui, il a 36 raisons d'être déprimé depuis un siècle, et il ne l'est pas. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment... Nous devons défendre l'essence de notre métier, qui n'est pas s'autoriser de ses opinions, qui est d'apporter des connaissances. Et de rappeler effectivement que le racisme, l'antisémitisme, etc. ne sont pas des opinions. On va très rapidement prendre s'il y a quelques... Alors, pas des contre-conférences, pas des monologues. Si vous avez des questions dans la salle, sinon je vous coupe la parole. Madame, il y a un micro. Un micro pour la Sinon. Ah, ok. Bonsoir, pardon. Bonsoir. Merci à tout le monde. Si vous avez une question pour une personne précise. Oui, donc merci pour vos présentations. Et j'ai une question pour Nidal, et c'est pour lui demander quelle est son opinion à elle par rapport aux réseaux sociaux et à l'activisme sur les réseaux sociaux. On prend une autre question. Monsieur là-bas. Monsieur ou madame? Oh, non, madame, pardon. C'était où? Bonsoir. Ma question, comme vous avez axé votre conférence, enfin vos débats surtout autour des terminologies, c'était sur l'usage des termes sud et nord, puisque c'est des termes qui sont de plus en plus remis en cause par les géographes. Et je voulais savoir si vous, personnellement, parce que vous les avez presque chacun et chacune utilisés, vous les trouvez tout de même pertinents pour parler des réalités actuelles, ou est-ce que c'est un terme qui ne serait pas à remettre en cause dans une perspective décoloniale, alors même qu'il relève de réalités et qui rassemble des pays très différents et des régions très différentes entre elles, très hétérogènes. Merci. Merci. Une troisième question. Ah bah, très bien. Donc, Nidal, sur la question des réseaux sociaux, du militantisme sur les réseaux sociaux. Yeah. No, I got everything. I'm just wondering that I was the only one in the panel not speaking French. Okay. I think that this is very important, but maybe this interest is important 20 years ago, not today. With a genocide, with ethnic cleansing, with a collective punishment, this is not enough at all. I think I don't need today a solidarity. Today, I think Palestinians want really now freedom, now liberty, now self-determination. So it's important, but I'm asking also myself what else they want to see. So as to say, stop, enough, khalas. What picture will be like this end of this genocide in Gaza?
I'm just asking myself, what is that we need to explain? How many more documentaries and films and stories and narrative and everything? What else we have to show to the world that they didn't see, that they didn't understand, that they didn't get it? I understood that the world is really smart, and they understand, and they know what's right and wrong, and they can distinguish. So it's important, this social media, but 30 years ago, not today. Now I want to see activism, which can stop this genocide now. Sur les usages des termes nord et sud, dans ce qu'on comprend bien sur la question, c'est pas juste dans le sens géographique du terme, mais aussi dans le sens politique. Peut-être, je ne sais pas si Dima, par exemple, vous savez, parce que ça peut rejoindre aussi la question de les journalistes qui sont présents dans une rédaction, est-ce qu'ils viennent du Nord, est-ce qu'ils viennent du Sud, d'avoir une pluralité d'opinions, en fait. Oui, mais c'est pas seulement ça. En fait, mon collègue, il a mentionné la vision, le point de vue africain sur ce qui se passe dans le monde. Ça, par exemple, c'est complètement absent. Nous, on a essayé de couvrir, par exemple, la guerre en Ukraine à travers les conséquences de cette guerre sur les gens qui vivent au Kenya. Les prix, par exemple, du pain. Et le point de vue des Africains était complètement différent des points de vue du reste du monde. Donc en fait, le Sud global, le Nord global, c'est vrai, c'est pas exactement comme on s'imaginait avant, parce qu'il existe un Sud global au sein du Nord global. Dans ces universités, par exemple, américaines, je trouvais que vraiment, moi, quand j'ai visité, je trouvais que c'était une vision du Sud. C'était pas une vision du Nord global. Et quand on voit l'immigration en Europe, c'est aussi un Sud global au sein du Nord global. Donc oui, c'est très mélangé. Maintenant, nous, en tant que journalistes, ce qu'on peut faire, c'est une diversité dans nos rédactions pour représenter, parce que le Nord global aussi a besoin de représentation. Il ne s'agit pas d'éliminer la vision du Nord global. Il s'agit vraiment d'une vision humanisante en général, où on peut se retrouver les uns les autres. Je ne sais pas, la présentation, elle est partie. Ah oui, vous voulez vous montrer juste ce que ça veut dire. Est-ce qu'on peut remettre dans une rédaction où on veut décoloniser l'information. Ça, c'est par exemple nos équipes AJ+, on est très divers. Mais dans la diversité, il y a une diversité plus profonde. J'arrive pas à... Est-ce que tu peux m'aider ? Je n'arrive pas. Est-ce que vous pouvez passer à la prochaine image ? Dans la diversité de l'équipe, il y a une deuxième diversité. Il y a des couches de diversité. Par exemple, notre équipe palestinienne, au sein de nos rédactions... Oui, avance, s'il te plaît. Merci. Voilà. Par exemple, je vous montre un peu les visages palestiniens qui existent dans nos salles de rédaction. On existe dans 4 langues. Vous allez voir, il y a Iman qui est polonaise palestinienne. Elle travaille dans la stratégie. Il y a Faten, qui est ici d'ailleurs, assise parmi nous, qui est journaliste de la Cisjordanie, AJ+ arabe. Après, il y a Ilia, qui est aussi ici, qui vient de la Cisjordanie. Elle est avec AJ+ Arabie, mais elle n'est pas en Palestine, elle est au Qatar. Après, il y a Khaled, qui est espagnol, palestinien. Après, il y a Dina, elle est palestinienne, américaine. Chacun d'eux vient, il y a Jérusalem, il y a Nazareth, il y a un Colombien palestinien et il y a évidemment Bissan que vous reconnaissez. Et ils ne sont pas tous journalistes, il y a des artistes, il y a des stratèges, il y a des gens qui travaillent sur les réseaux sociaux. C'est ça la diversité. La diversité, c'est que l'histoire palestinienne n'est pas une. Il y a des dialectes, en fait, parmi ces gens-là, des dialectes palestiniens et des accents qu'il faut aussi décoloniser. Et donc, ne pas, ce qu'on disait tout à l'heure, ne pas montrer en fait les pays, les régions comme un bloc monolithique. Juste préciser, parce que je pense que la question de Madame est importante. Oui, je suis d'accord. Dans le Sud, il y a des Suds. C'est un pluralisme. Au fond, Sud-Nord, on peut mettre des S. Seulement, moi, je n'ai pas un usage géographique de l'expression Nord-Sud. C'est un usage plutôt politique, même si je reconnais qu'à un moment donné, il faut se défaire de ces usages. Il y a quelques jours, un des grands intellectuels africains qui est mort a beaucoup travaillé là-dessus, sur tous ces termes qu'il appelait la bibliothèque coloniale, c'est-à-dire l'héritage de la façon de nommer. Donc, je pense que oui, il y a des Suds. Le Sud n'est pas, parce que j'aime pas le terme Sud global,
parce que je pense que justement qu'il n'est pas global, le Sud, un peu de tout, et le Nord non plus n'est pas global. Après, voilà, c'est des usages politiques, c'est des usages fonctionnels, et je pense que oui, vous avez raison, on aurait pu parler d'Afrique et d'Europe. Et comme on peut parler aussi de mondes arabes et musulmans, par exemple, parce qu'il n'y en a pas un seul, au pluriel, effectivement. Merci à toutes et à tous. Oui, allez-y. Vous avez le micro? Non. Allez-y. Juste une proposition, parce que la question sur le Sud et le Nord m'y faisait penser. Et on pourrait rendre hommage à cette personne qui est décédée à 103 ans à l'automne dernier. C'est Amadou Mahtar Mbow, qui était secrétaire général de l'UNESCO et qui était sénégalais et qui a fait toute une tentative sur l'ordre mondial de l'information, qui a été très attaqué par les puissances occidentales, où toutes les questions que nous avons abordées, on parle, pour les jeunes, on parle de... C'était la préhistoire, hein, on parle des années 70, des années 1970. Et il a fait à l'époque tout un travail il a sollicité nul hasard Sean McBride, l'ancien secrétaire général d'Amnesty International. Ces documents existent sur la critique de tout ce que nous venons de dire et dont nous avons la vision évidemment catastrophique, mais comme on l'avait au moment de l'Irak, comme on l'a là et comme on pourrait la multiplier. Et donc peut-être que les assises internationales qui sont basées à Paris, comme le siège de l'UNESCO, pourraient aller voir la secrétaire générale de l'UNESCO, qui est franco-marocaine, et aller lui dire, mais quand même, et qui est une ancienne responsable liée à la présidence actuelle de la France, et dire, mais pourquoi ne pas faire ça? Pourquoi ne pas raviver ça? Quand il y a eu le centenaire de M. Mbow, j'ai participé à la commémoration et à l'hommage, il était toujours vivant, ça a été fait par le Sénégal. Ça n'a pas été fait par l'UNESCO, ça n'a pas été fait par la France. Mais remettons sur le chantier le travail qu'avait posé M. Mbow, qui a été accusé de tiers-mondisme, de diaboliser l'Occident, etc., mais qui avait raison et qui a posé les bonnes questions. Et il y a même dans ces textes de l'époque des passages totalement prophétiques sur le numérique, sur ce que peut donner le monde global de l'information. Donc, je demande aux responsables des assises d'aller faire une délégation auprès de la secrétaire générale de l'UNESCO pour que des assises nouvelles sur cet ordre de l'information aient lieu à Paris. Merci. Et en fait, l'année dernière, et vraiment, j'étais au Chili pour la journée mondiale de la liberté de presse. Et la secrétaire générale de l'UNESCO, le 3 mai, elle n'a pas mentionné un mot sur les journalistes palestiniens. Alors, ce serait bien de lui rappeler, pour le 3 mai qui vient, que les journalistes palestiniens sont massacrés. Madame Audrey Azoulay, vous êtes à la tête d'une institution indépendante. Eh bien, libérez-vous du président français et du roi du Maroc et soyez au service. Merci à toutes et à tous. Merci à tous nos intervenants et du panel, Jean Qassir, Dima Al-Khatib, Nidal Rafa, Ousmane Diaye. Merci à toutes et à tous. Merci. Voilà. Et un grand merci à Sarah pour avoir animé ce débat et à nos consoeurs et confrères. Avant que nous partions en délégation rencontrer en chemin Audrey Azoulay, la présidente de l'UNESCO, je voulais simplement vous rappeler deux choses, en vous remerciant encore une fois, parce qu'on tenait beaucoup à cette soirée sur décoloniser l'info. Est-ce que c'est un alibi ou une nécessité? Parce que je crois qu'il faut mettre des mots sur les débats qui divisent entre le Nord et le Sud, mais et en tout cas cette mer Méditerranée qui nous rassemble. Pour vous dire que d'abord, le débat se poursuit autour d'un verre et il faut garder cette convivialité, parce que c'est aussi ça les assises méditerranéennes du journalisme. Et vous rappeler surtout, parce que je vois que la question de Gaza est dans nos cœurs et dans nos pensées, que c'est la totalité de la soirée de demain, la soirée de clôture, est consacrée à Gaza, uniquement à Gaza. Donc ne craignez pas que l'on évite ce sujet, puisque demain à la friche de la Belle de Mai, à partir de 19h et jusqu'à 22h, nous ne parlerons que de la question de comment informer et continuer d'informer malgré tout sur ce qui se passe à Gaza. Donc je vais vous rappeler ça simplement rapidement
et vous remercie encore une fois de votre présence. Et ainsi se termine cette deuxième journée de débat des Assises méditerranéennes. Merci à vous, public et participants.